Les alarmes d'urgence hurlaient dans le centre de commandement de l'avant-poste Carès. L'ambassadrice Telnara observait la scène avec une horreur grandissante, tandis qu'un autre vaisseau de guerre concordant explosait dans un bref éclair de lumière. La structure cristalline de son vaisseau s'assombrit sous l'effet du désespoir. Au cours des 6 derniers mois, l'essaim Vexton avait anéanti 70% des forces militaires des Concordats galactiques. Il se trouvait désormais sur la dernière ligne de défense, avant les mondes du noyau. Ambassadeur, le vaisseau amiral Aube Lumineuse bat en retraite, annonça le commandant Vetotos, ses 4 yeux clignant rapidement de détresse. Nous avons perdu nos armes principales et nos systèmes de survie sur les ponts 4 à 9. Le Nara examina l'écran. Des centaines de vaisseaux vexants bio-organiques grouillaient dans la nébuleuse comme des insectes. Leurs enveloppes vivantes absorbaient les armes énergétiques et régénéraient les dégâts plus vite que le Concorde ne pouvait en infliger. Chaque bataille était un lent massacre. Chaque retraite laissait derrière elle davantage de morts. « Combien de temps avant qu'ils atteignent la station ?» demanda-t-elle à voix basse. « 18 minutes, ambassadeur. 18 minutes avant que les Vex n'envahissent la station Kara. Plus rien ne se dresserait alors entre eux et les mondes habités. Des milliards d'êtres mourraient. Le concordant qui existait depuis 3000 ans prendrait fin. » Nara prit sa décision. Elle se tourna vers Veto. « Activez l'ancienne balise. » Le visage cristallin du commandant trahit sa stupeur. « Ambassadeur, cette balise pointe vers le secteur du monde mort, la zone interdite, même si les légendes sur les humains sont vraies. Nous n'avons plus eu de contact avec eux depuis plus de 400 ans. La plupart des érudits pensent qu'ils se sont autodétruits ou qu'ils n'ont jamais existé. Je sais, dit Nara, mais nous n'avons pas d'autre choix. Activez-la maintenant. » Veto hésita, puis acquiesça. Il se dirigea vers un ancien panneau de contrôle situé dans un coin du centre de commandement. La balise avait été installée il y a des siècles, dans le cadre d'un protocole de premier contact qui n'avait jamais été utilisé. Les humains avaient visité l'espace conquis il y a fort longtemps, puis avaient disparu, retournant dans leur région isolée de la galaxie. Ils n'avaient laissé derrière eux que la balise et des instructions strictes. Ne l'utiliser qu'en cas d'extrême urgence. La situation était désespérée. La balise s'activa, émettant une impulsion d'énergie qui se propagea dans le sous-espace. Telnara ignorait si quelqu'un l'entendrait. Elle ignorait si l'humanité existait encore. Elle ignorait si elle se soucierait même de recevoir le signal. « Tout le monde, évacuation !» ordonna-t-elle. « Nous tiendrons aussi longtemps que possible. » Les 15 minutes suivantes s'écoulèrent comme un cauchemar. Les vaisseaux Concorde tiraient leurs élégants rayons d'énergie sur l'essaim Vexton, mais c'était comme jeter des cailloux contre un tsunami. Les vaisseaux ennemis se rapprochaient. Les boucliers de la station commencèrent à céder sous le feu nourri. Les transports civils fuyaient vers la porte de saut, tandis que les vaisseaux militaires formaient un écran protecteur, se faisant anéantir un à un pour gagner du temps pour l'évacuation. Telnara regardait son peuple mourir avec une dignité silencieuse. Les Concordés avaient toujours combattu avec honneur, avec une stratégie minutieuse et des ripostes mesurées. Ils n'avaient jamais rencontré d'ennemis comme les Vextans, qui combattaient avec un nombre infini et une brutalité sauvage. « Ambassadeur, signature de saut détectée !» cria soudain Veto. Quelque chose émerge d'un voyage supraluminique. C'est colossal. Sur l'écran tactique, un seul contact est apparu. Puis l'espace lui-même a semblé se déchirer et quelque chose en a émergé, déclenchant l'alarme de tous les capteurs de la station. Le vaisseau était gigantesque, plus grand que n'importe quel autre vaisseau concordant. Sa coque était en métal gris foncé, recouverte de plaques de blindage angulaire et hérissée de batteries d'armes. Elle paraissait massive, brutale et agressive. Rien à voir avec les courbes élégantes et la conception éco-énergétique des vaisseaux concordants. Identification en cours.
annonça Veto d'une voix tremblante. Il diffuse dans un dialecte ancien. La traduction indique « Navire indomptable de la marine coloniale Terran, classe Dreadnought, capitaine Marie Hachen aux commandes. » Belnaro murmura d'une voix humaine. L'indomptable ne ralentit pas et ne demanda aucune autorisation. Il accéléra simplement droit sur la flotte Vexton à une vitesse qui aurait dû être impossible pour un vaisseau de cette taille. Les ports d'armement le long de sa coque commencèrent à briller. Ils chargent leurs armes. Veto a déclaré que les signatures CSO énergétiques étaient monocelles os de l'ambassadeur. Ce ne sont pas des armes à énergie. Ce sont des accélérateurs cinétiques et des tubes lance-missiles. Des centaines. Un canal de communication s'est ouvert. La voix qui s'est fait entendre était féminine, parlant un langage standard concordant clair avec un accent étrange. Forces concordantes, ici le capitaine Chen du TCNS Indomitable. Nous avons reçu votre appel de détresse. Nous vous recommandons de vous éloigner à une distance de sécurité. On fonce. Narara retrouva sa voix. Capitaine Chen, l'ennemi compte plus de 300 vaisseaux. Vous êtes seul. Il y eut un silence. Puis la capitaine humaine répondit, et Telnara perçut quelque chose dans sa voix. Pas de la peur, autre chose, une certaine férocité. Nous ne sommes jamais seuls ambassadrices, et 300, ce n'est pas tant que ça. Indomptable, à vos postes de « Combatte ! Montrons à ces vermines ce qui arrive quand on s'en prend à nos voisins !» Le vaisseau humain plongea droit au cœur de l'essaim Vex et la bataille commença véritablement. Telnara, stupéfaite, observa l'indomptable ouvrir le feu avec toutes ses armes. Ce n'était rien comparé à une guerre conventionnelle. C'était quelque chose de primitif et de terrifiant. C'était l'humanité. La première salve de l'indomptable illumina l'espace comme une étoile naissante. Des canons électromagnétiques, disposés le long de l'arête dorsale du vaisseau, tiraient des projectiles de métal massif à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Chaque projectile possédait une énergie cinétique suffisante pour transpercer un vaisseau biologique vexant. Nul besoin d'une visée parfaite pour atteindre de telles vitesses. Même un impact indirect était dévastateur. 6 vaisseaux Vexton explosèrent dans les 3 premières secondes. Sur la station Caris, tous les officiers Concorde fixaient leurs écrans, incrédules. Le commandant Veto vérifia ses relevés à 3 reprises, persuadé qu'il y avait une erreur. Il n'y en avait pas. Le vaisseau humain accélère vers la formation ennemie, annonça-t-il d'une voix à peine audible. Ils ne ralentissent pas, ils accélèrent. L'ambassadrice Telnara observa l'indomptable chargé tel un prédateur. Des vaisseaux vexons l'encerclèrent, leurs armes bio-organiques tirant des projectiles acides et des rayons drainant l'énergie. Sous l'assaut, les boucliers du vaisseau humain s'illuminèrent, puis s'effondrèrent complètement. Le Concorde avait perdu des vaisseaux quelques secondes après la défaillance de ses boucliers. L'indomptable continuait le combat. Son blindage était marqué et brûlé par les armes vextoniennes. Mais le vaisseau humain bénéficiait d'une protection redondante, multicouche. Ce qui aurait détruit un vaisseau concordé ne faisait que blesser le cuirassé humain. Et malgré les dégâts subis, il semait la mort en retour. Des lance-missiles s'ouvraient le long de ses flancs. Des centaines de missiles furent lancés en une seule vague dévastatrice. Leur trajectoire était loin des schémas précis et prévisibles des tirs d'artillerie conventionnels. Ces missiles, grâce à de petits propulseurs, zigzaguaient et esquivaient les tirs de riposte. Certains étaient net équipés d'ogives explosives. D'autres étaient montés des projectiles à impact cinétique qui percutaient leur cible à une vitesse incroyable. Quelques nuages de micro-munitions furent libérés, réduisant en miettes les biohips Vexton comme un essaim d'insectes métalliques. « Quel genre de guerre est-ce là ?» demanda Veto, partagé entre l'horreur et la fascination.
La voix du capitaine Chen retentit à nouveau sur le canal de communication. Les vaisseaux concordés recommandent de cibler les vaisseaux ennemis situés à la périphérie de la formation. Nous allons foncer droit, au milieu et briser leur cohésion. Capitaine, vos boucliers sont hors service, répondit Telnara. Vous subissez des dégâts importants. Nous l'avons remarqué, répondit calmement Chen. Il y a eu une explosion en arrière-plan de la transmission. Les équipes de contrôle des avaries sont sur place. Nous avons encore beaucoup de ressources. L'Indomptable donna raison à son capitaine. Ces systèmes de défense rapprochés s'activèrent à l'approche des chasseurs Vexton. Des dizaines de canons à tir rapide suivirent les cibles avec une précision informatique. Ils tirèrent des milliers de projectiles par seconde, créant un mur de métal qui réduisit en miettes tout ce qui s'approchait. Les chasseurs Vexton qui avaient terrorisé les forces concordantes pendant des mois furent anéantis, forçant le vaisseau humain à atteindre le cœur de la formation ennemie et à accomplir un acte qui fit trembler la structure cristalline de Telnahara d'un souffle de stupeur. Il pivota de 90 degrés et tira une bordée avec des armes jusque-là invisibles. D'énormes canons d'apparence primitive, mais d'une efficacité terrifiante, déchaînèrent des obus de la taille de véhicules terrestres. Chaque impact propagea des ondes de choc à travers l'ESM Vexton. Ils utilisent des propergoles chimiques, expliqua Veto en analysant les données des capteurs. Des explosifs pour propulser des projectiles physiques. Cette technologie est millénaire, mais elle fonctionne, constata Tnar. Et elle fonctionnait. Les Vextans avaient évolué pour absorber et s'adapter aux armes énergétiques. Ils n'avaient jamais affronté d'ennemis, se contentant de projeter des objets lourds à des vitesses relativistes. Leur régénération ne pouvait pas réparer les énormes perforations de leurs coques organiques. L'Indomptable subit des dégâts considérables. Une arme à acide, aussi ténue qu'efficace, perça une section de blindage, exposant plusieurs ponts au vide spatial. Telnara s'attendait à ce que le vaisseau batte en retraite, ou du moins ralentisse son assaut. Au lieu de cela, des cloisons automatisées isolèrent les Cyaniens, les sections endommagées. Elle aperçut de petites silhouettes en combinaison spatiale, s'affairant à colmater les brèches, tandis que la bataille faisait rage autour d'eux. Leur équipage effectuait des réparations en plein combat. Bétos s'exclama, stupéfait. « Ils opèrent dans le vide, sous le feu ennemi de toutes parts. » La stratégie du capitaine Chen se précisa au fil des combats. Elle ne cherchait pas à anéantir toute la flotte Vexton, mais à semer le chaos, à briser leur formation et à les forcer à se concentrer sur son vaisseau plutôt que sur l'évacuation. Chaque minute pendant laquelle les Indomptables retenaient leur attention était une minute de plus pour les civils de Concorde, leur offrant ainsi une chance de s'échapper. Les vaisseaux militaires de Concorde, galvanisés par la férocité du vaisseau, humains se rallièrent pour un ultime assaut. Ils coordonnèrent leurs actions avec les Indomptables, ciblant les ennemis hors de portée immédiate des armes de chaîne. Pour la première fois depuis des mois, l'avancée des Vexton s'arrêta. Puis la situation commença à s'inverser. Les Vexton, guidés par leur instinct collectif, comprirent qu'ils étaient confrontés à quelque chose de nouveau, de dangereux. Ils avaient vaincu des dizaines d'espèces, mais jamais ils n'avaient rencontré une créature qui se battait ainsi, une créature qui refusait de céder, quels que soient les dégâts subis. L'essaim commença à se replier, se regroupant pour une attaque plus organisée. Le capitaine Chen ne leur en laissa pas l'occasion. Elle ordonna à son vaisseau de les poursuivre, tirant sans relâche, ne leur laissant aucun répit. Tous les transports civils ont franchi le portail de saut, rapporta Veto. L'évacuation est terminée. Capitaine Chen, tous les civils sont sains et saufs, transmit Tehara. Vous avez fait le nécessaire. Veuillez vous retirer avant de subir davantage de dégâts. Négatif, ambassadeur, répondit Chen. Nous allons nous assurer que ces insectes ne vous suivent pas. Les vaisseaux indomptables de la flotte concordée ont sauté en lieu sûr. Nous couvrirons votre retraite. Elnara voulut protester, mais elle savait que l'humain avait raison. Les vaisseaux concordés étaient presque détruits. Seuls les indomptables avaient la force de tenir bon.
Merci, capitaine, dit-elle doucement. Nous vous devons une dette incommensurable. Nous ne faisons que notre travail, ambassadrice. À bientôt. Les vaisseaux du Concorde s'éloignèrent. L'indomptable resta sur place. Seule face à 300 ennemis, elle gagnait du temps grâce à son sang, son acier et une détermination humaine inébranlable. L'indomptable rejoignit l'espace du Concorde 3 heures après la bataille. Le capitaine Chen amena son vaisseau à côté du navire amiral de la flotte de réfugiés, un ancien transporteur marchand reconverti qui servait désormais de quartier général temporaire à l'ambassadrice Telnara. Le cuirassé humain était dans un état déplorable. Son blindage était calciné et fondu. Des sections entières étaient exposées au vide spatial. Des débris s'accrochaient encore à la coque, mais le vaisseau se déplaçait par ses propres moyens et ses armes étaient toujours opérationnelles. Telnara se tenait dans le hangar lorsque le capitaine humain monta à bord, accompagné d'une petite escorte de sécurité. C'était la première fois que le Concorde voyait des humains depuis plus de 4 siècles. L'ambassadrice souhaitait faire bonne impression, même si elle ignorait ce que cela impliquait pour une espèce originaire d'un monde hostile. Le sas s'ouvrit. Le capitaine Maria Chen s'avança, et Telnara comprit aussitôt pourquoi les humains étaient si dangereux. Chen était petite selon les critères concordants, atteignant à peine l'épaule de Telnara, mais elle se déplaçait avec assurance et puissance. Son corps était compact et musclé, bâti pour la force plutôt que pour l'élégance. Elle portait un uniforme bleu foncé orné de divers insignes et une arme de poing à la hanche. Sa peau brune était marquée de cicatrices et son regard sombre scrutait le quai d'amarrage avec une précision chirurgicale. Derrière elle, 4 autres humains, tous armés et sur le qui-vive, se déplaçaient avec une grâce prédatrice, leurs yeux constamment à l'affût du moindre danger. C'étaient des guerriers et ils ne cherchaient pas à le dissimuler. « Ambassadrice Telnara », dit Chen en tendant la main. « C'est un honneur de vous rencontrer. » Telnara toucha délicatement la main de l'humaine, imitant le geste qu'elle avait vu dans d'anciens documents. La peau de Chen était chaude, et sa poigne si ferme qu'elle en était presque désagréable. « Capitaine Chen, vous avez sauvé des milliers de vies aujourd'hui. L'honneur est pour nous, » dit Chen avec un léger sourire. « Nous avons reçu votre appel de détresse et sommes venus aussi vite que possible. Je suis désolé que nous ne soyons pas arrivés plus tôt. »« Vous êtes arrivés juste au moment où nous avions besoin de vous, » dit Telnara. Elle désigna la salle de conférence. « Je vous en prie, nous avons beaucoup à discuter. » En marchant, Telnara remarqua que les humains examinaient tout attentivement. Ils ne se contentaient pas de regarder. Ils ont évalué la situation, calculé les menaces et identifié les issues de secours. C'était à la fois inquiétant et impressionnant. Dans la salle de conférence, des officiels, visiblement d'accord, étaient réunis autour de la table. Ils observaient les humains avec une fascination et une crainte à peine dissimulée. L'équipe de sécurité de Chen s'était positionnée près des sorties, non pas de manière menaçante, mais avec une conscience tactique manifeste. « Je dois savoir à qui nous avons affaire, » dit Chen une fois tout le monde assis. « Parlez-moi des Vexons. » Le commandant Veto activa un affichage holographique. Les Vexons sont une espèce à conscience collective. Ils consomment des mondes entiers pour alimenter leur reproduction. Ils sont apparus dans notre espace il y a 6 mois, en provenance de régions inconnues. Depuis, ils ont détruit 70% de nos forces militaires et occupé 14 systèmes. « Esprit collectif », répéta Chen en prenant des notes sur un petit appareil. Détruire leur structure de commandement est donc inutile. Et leur taux de reproduction? Extrêmement élevé. Ils produisent de nouveaux vaisseaux en quelques semaines, plutôt qu'en quelques mois. Nos renseignements indiquent qu'ils possèdent plusieurs planètes de reproduction en territoire occupé. Chen acquiesça. Il faudra les frapper. Et leur tactique? Ils privilégient non pas le nombre. Leurs biohips peuvent régénérer les dégâts causés par les armes à énergie. « On l'a remarqué », dit Chen d'un ton sec. « Heureusement qu'on ne dépend pas des armes à énergie. » Telnara hésita, puis posa la question que tout le monde se posait.
Capitaine, pourquoi vos armes semblent-elles si primitives? Les explosifs chimiques et les projectiles cinétiques ont été abandonnés par la plupart des espèces il y a des millénaires. Chen se laissa aller en arrière sur sa chaise. Parce qu'elles fonctionnent. Les armes à énergie sont élégantes, certes, mais elles nécessitent une production d'énergie colossale, des temps de recharge longs et sont vulnérables à certaines défenses. Un morceau de métal voyageant à 0,8 fois la vitesse de la lumière se fiche des boucliers et du blindage. Il frappe et frappe encore. De plus, si nos systèmes d'alimentation tombent en panne, nos canons restent opérationnels. Mais les dégâts que votre vaisseau a subis, dit Veto, vous avez immédiatement perdu vos boucliers et continué le combat avec des ponts exposés. N'importe quel vaisseau Concorde aurait été détruit. Chen sourit de nouveau, et il y avait une certaine férocité dans son expression. Nos vaisseaux sont conçus pour encaisser les dégâts et continuer le combat. Nous avons des systèmes redondants pour nos systèmes redondants, des blindages de plusieurs mètres d'épaisseur, des équipes de contrôle des avaries entraînées à intervenir dans les pires conditions. Nous concevons nos vaisseaux en partant du principe qu'ils seront endommagés afin d'être prêts le moment venu. Pourquoi ? Demanda Delara. Pourquoi construire pour une guerre aussi brutale? Le sourire du capitaine humain s'effaça. Parce que les humains se sont entre-déchirés pendant des millénaires. Nous avons connu 2 guerres mondiales qui ont fait des millions de morts. Nous avons développé des armes nucléaires capables de détruire des planètes entières. Nous avons appris l'art de la guerre de la manière la plus brutale qui soit. Puis nous sommes allés dans l'espace et avons décidé que plus jamais personne ne nous menacerait. Un silence de mort s'installa. Les espèces concordantes ne s'étaient jamais affrontées entre elles. Ils avaient évolué sur des mondes cléments, développé les voyages spatiaux grâce à la coopération et rencontré d'autres espèces pacifiques. L'idée de combattre ses semblables était presque inconcevable. La Terre est un monde mortel à forte gravité, poursuivit Chen. Tout y a évolué pour survivre. Nos ancêtres ont combattu les prédateurs, les maladies et leurs semblables. Nous sommes obstinés car les faibles n'ont pas survécu. Nous sommes agressifs car la passivité signifiait la mort. Nous sommes robustes car notre planète nous a façonnés ainsi. Et maintenant, vous apportez cette expérience pour nous. Aidez, dit Telnara d'une voix calme. Oui, confirma Chen. Nous avons reçu votre signal et sommes arrivés immédiatement. La marine coloniale terrienne ne néglige pas les appels de détresse. D'autres vaisseaux arrivent. Mon amiral de flotte sera ici dans 2 jours avec des renforts. Pourquoi nous aider? Demanda Veto. Nous n'avons plus eu de contact avec l'humanité depuis des siècles. Chen observa chaque officier concordant tour à tour. Parce que c'est la chose à faire. Parce que nous nous souvenons de ce que c'est que d'être confronté à l'extinction. Parce que personne ne devrait avoir à se battre seul. Elle marqua une pause. Et parce que si nous n'arrêtons pas les Vex ici, ils finiront par atteindre l'espace humain. Mieux vaut les combattre maintenant, sur votre front, aux côtés de vos alliés. Telnara sentit sa compréhension se modifier. Ces humains étaient des guerriers. Certes, ils étaient dangereux, violents et terrifiants, mais ils étaient aussi honorables. Ils se battaient non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. « Votre vaisseau est-il gravement endommagé ?» demanda-t-elle. « Nous serons prêts pour un autre combat dans une 30aine d'heures, » répondit Chen. « Mon équipage est déjà à l'œuvre pour les réparations. »« 30 heures ?» s'exclama Betto stupéfait. « Il nous faudrait des semaines de réparation pour un tel niveau de dégâts. » Chen se leva et désigna le hublot où l'indomptable était suspendu dans l'espace. « Regardez de plus près si vous voulez. Observez mon équipage travailler. Vous apprendrez peut-être quelque chose. » Le lendemain, les ingénieurs du Concorde observèrent avec une admiration croissante les efforts de réparation des humains. Les membres d'équipage travaillaient par roulement, sans relâche, avec une efficacité coordonnée. Ils soudaient des plaques de blindage, remplaçaient les systèmes endommagés et déblayaient les débris avec une détermination inlassable. De petits robots les assistaient, mais la majeure partie du travail était effectuée à la main. Les humains ne baissaient pas les bras. Ils ne ralentirent pas.
Ils travaillèrent sans relâche, jusqu'à ce que la tâche soit accomplie. Telnar les observait et comprit que les Concordés avaient trouvé bien plus que des alliés militaires. Ils avaient trouvé des maîtres capables de leur montrer ce que signifiait véritablement se battre pour survivre. Le bastion de Ki était la dernière installation militaire majeure avant les mondes centraux du Concorde. Son immense station spatiale et sa flotte défensive représentaient l'ultime résistance organisée contre l'avancée des Vexton. Lorsque l'Indomptable arriva avec la flotte de réfugiés, les défenseurs de la station se préparaient à un siège qu'ils savaient perdu d'avance. Tout changea lorsque l'amiral de la flotte Marcus Webb arriva avec 7 vaisseaux de guerre humains supplémentaires. L'ambassadeur Telnaro observa depuis la plateforme d'observation de la station la mise en place de la flotte humaine. Il y avait 2 cuirassés supplémentaires semblables à l'Indomptable, 4 croiseurs lourds et 3 destroyers. Comparé aux centaines de vaisseaux vexants qui fonçaient sur eux, cela paraissait insignifiant. Mais Telnara avait appris à ne jamais sous-estimer les humains. L'amiral Webb était plus âgé que le capitaine Chen, avec des cheveux gris et des rides autour des yeux témoignant de décennies de commandement. Il se tenait avec une autorité tranquille lorsqu'il s'adressa aux commandants concordants et humains réunis dans la salle de guerre de la station. « Nous ne sommes pas ici pour défendre cette station », annonça Webb, et l'écran holographique derrière lui afficha un territoire spatial lointain contrôlé par les Vexton. « Nous allons attaquer. » Les commandants concordants protestèrent violemment. Le général Kermott, officier militaire le plus gradé, prit la parole au nom de tous. « Amiral, c'est du suicide. Les Vexans contrôlent 14 systèmes. Ils possèdent des mondes reproducteurs qui produisent sans cesse de nouveaux vaisseaux. Nous n'avons pas les forces nécessaires pour attaquer un territoire occupé. Vous n'avez pas les forces nécessaires pour vous défendre non plus, répliqua Webb sans ménagement. Nous avons donc changé la donne. Nos drones de renseignement ont repéré 3 planètes de reproduction vexane majeures. Ces installations produisent les vaisseaux biologiques que vous combattez. En les détruisant, nous coupons leur renfort. Ces planètes de reproduction se trouvent en profondeur dans l'espace occupé, a déclaré le commandant Veto, observant l'écran entouré de flottes défensives. Toute attaque serait immédiatement détectée. C'est pourquoi nous n'envoyons pas toute notre flotte, expliqua Webb. Nous utiliserons des tactiques de harcèlement, des frappes éclairs d'une puissance de feu écrasante, puis nous nous retirerons avant qu'ils ne puissent réagir efficacement. Le capitaine Chen s'avança et désigna l'une des planètes de reproduction. Mon vaisseau et l'Incassable frapperont cette cible. Les croiseurs s'occuperont de la seconde planète. L'amiral Webb commandera personnellement la 3e frappe. Et les flottes Vexton qui avancent actuellement sur cette station, demanda le général Kermoth. La flotte du Concorde les harcèlera et les retardera ici, répondit Webb. Vous n'avez pas besoin de gagner. Occupez-les simplement pendant que nous coupons leur ligne de ravitaillement. Telnara étudia le plan de l'amiral humain. Il était agressif, risqué et totalement différent de tout ce que le Concorde aurait pu tenter. C'était peut-être leur seule chance. Si nous échouons, les mondes centraux seront sans défense, dit-elle d'une voix calme. Si nous ne faisons rien, ils sont déjà perdus, répondit Webb. Au moins, de cette façon, nous. Pourtant, le combat chez l'ennemi. La première frappe fut lancée 6 heures plus tard. Le groupe d'intervention du capitaine Chen pénétra dans le système abritant un monde d'élevage de vexines. Ce monde était un véritable cauchemar. Sa surface était recouverte de structures organiques qui pulsaient et proliféraient comme des tumeurs. Des vaisseaux naissaient de ces immenses capsules organiques et étaient lancés dans l'espace. Les Indomptables et les Incassables ne perdirent pas de temps. Ils entrèrent à portée maximale et ouvrirent le feu avec tout ce qu'ils possédaient. Des centaines de missiles fusèrent vers la surface. Les projectiles du canon électromagnétique transformèrent des portions des structures de reproduction en cratères. Les ogives nucléaires explosèrent selon des schémas savamment calculés pour maximiser les dégâts. La flotte Vex et sa flotte de défense réagirent immédiatement, mais trop lentement.
Lorsqu'elles engagèrent enfin le combat, les vaisseaux humains avaient déjà causé des dégâts considérables. Chen ordonna à ses vaisseaux de mener une bataille éclair, détruisant les défenseurs tout en progressant vers le point de saut. Nous avons besoin d'équipes au sol pour assurer une destruction complète. Chen fit son rapport à l'amiral Webb. Les structures de reproduction s'enfoncent profondément sous terre. Approuvé, répondit Webb. Déployez les marines. Les Telnara, en observation depuis la station Keyer, virent de petits vaisseaux décoller des cuirassés humains. Ils transportaient des soldats et des armures motorisées qui leur donnaient l'apparence de petits véhicules. Les marines atteignirent la surface et lancèrent immédiatement leur assaut. Les capteurs du Concorde suivirent les humains dans leur déplacement à travers les structures de reproduction. Ce qu'ils virent les horrifia. Les marines combattirent avec une brutalité coordonnée, utilisant des armes qui semblaient conçues spécifiquement pour infliger un maximum de dégâts. Ils portaient des fusils tirant des munitions explosives, des lance-roquettes qui projetaient des projectiles sur les structures organiques, et des armes de corps à corps capables de fendre les défenseurs Vexton comme du papier. « Ce ne sont pas de simples soldats !» s'exclama Veto, admiratif. « Ce sont des guerriers d'élite. » Les marines placèrent des charges explosives dans les structures de reproduction, faisant preuve d'une efficacité acquise grâce à un entraînement intensif. À l'arrivée des renforts Vexton, les humains formèrent des positions défensives qu'ils tinrent avec une détermination farouche. Ils ne battirent pas en retraite, ils ne paniquèrent pas. Ils se battirent simplement jusqu'à l'accomplissement de leur mission. « Charge prête », rapporta le commandant des marines. Une femme nommée Lieutenant Okoy demande d'extraction. « Négatif », répondit le capitaine Chen. « La flotte Vexton se trouve entre vous et le point d'extraction. Pouvez-vous atteindre le site secondaire ? » « Eh bien, faites-le, capitaine », répondit Okoya calmement. Les marines se frayèrent un chemin à travers 5 km de territoire hostile, transportant leurs camarades blessés et n'abandonnant personne. À leur arrivée au point d'extraction, ils avaient perdu 3 hommes, mais avaient accompli leur mission. Les vaisseaux humains s'éloignèrent juste au moment où les charges explosèrent. La surface du monde reproducteur fut le théâtre d'une réaction en chaîne qui détruisit des décennies d'infrastructures vexanes. Des frappes similaires s'abattirent sur les 2 autres mondes reproducteurs au cours des 4 jours suivants. La flotte concordée de la station Keyer tint bon grâce à des escarmouches incessantes, employant des tactiques de guérilla enseignées par des conseillers humains. Ils apprirent à penser comme des humains, à être agressifs plutôt que défensifs, à prendre des risques plutôt que de jouer la sécurité. L'avancée des Vex ralentit alors, leur renfort s'épuisant. Soudain, les essaims infinis ne semblaient plus si infinis. L'amiral Webb convoqua une réunion de tous les commandants après la 3e frappe réussie. L'atmosphère était à un optimisme prudent, une première depuis des mois. « Les Vexton souffrent », déclara Webb, « mais ils ne sont pas vaincus. Les renseignements indiquent qu'ils replient toutes leurs forces restantes pour défendre leur nid principal. Il s'agit d'une structure de la taille d'une lune dans le système Véris. C'est là que réside leur conscience collective centrale. Vous voulez l'attaquer, a déclaré Delnara. C'était une évidence. Oui, a confirmé Webb. Nous mettrons fin à cette guerre en coupant la tête. Le nid primaire contrôle et coordonne toutes les forces Vextains. Détruisez-le et elles se disperseront. Ce sera la cible la plus lourdement défendue de la galaxie, a déclaré le général Kermov. Probablement à acquiescer Webb, mais nous n'aurons pas de meilleure occasion. Ils regroupent leurs forces, ce qui signifie qu'ils ne sont plus dispersés dans 14 systèmes. Nous allons les attaquer tous ensemble, d'un seul coup, avec tout ce que nous avons. Le capitaine Chen consulta l'écran tactique, étudiant les défenses du nid primaire. Ça va être sanglant. Oui, dit l'amiral Webb d'une voix calme, mais c'est nécessaire. C'est pour ça qu'on est venu. Dellara observa la pièce. Les humains et les officiers concordaient, rassemblés. Il y a 1 mois, son peuple était au bord de l'extinction. À présent,
Il préparait une offensive contre un ennemi qui semblait invincible. Les humains lui avaient apporté bien plus qu'un soutien militaire. Ils lui avaient redonné espoir. Ils leur avaient prouvé que riposter était possible, que la détermination et le courage pouvaient triompher de l'impossible. « Quand lançons-nous l'opération » demanda-t-elle. L'amiral Webb sourit. « Demain. Nous mettrons fin à cette guerre. Demain. » La flotte combinée pénétra dans le système Veris dans une vague coordonnée qui s'étendit sur des millions de kilomètres. Les cuirassés humains formaient le fer de lance, flanqués de vaisseaux capitaux Concorde. Derrière eux suivaient croiseurs, destroyers et vaisseaux de soutien. C'était la plus grande opération militaire de l'histoire de Concorde. Le Nid Vexton Prime dominait le système. De la taille d'une lune, il s'agissait d'une structure organique grotesque, parcourue de veines bioluminescentes. Des milliers de vaisseaux l'encerclaient, et les capteurs détectaient des systèmes d'armes capables de vaporiser des flottes entières. « Tous les vaisseaux, armes libres !» ordonna l'amiral Webb. « Frappez-les avec tout ce que vous avez !» La bataille commença par un déluge de feu qui illumina l'obscurité de l'espace. Les missiles humains franchirent la distance en quelques secondes. Leurs ogives explosèrent contre les boucliers Vexton. Les projectiles des canons électromagnétiques suivirent, perçant les boucliers affaiblis par le barrage initial. Les armes énergétiques du Concordat déployèrent toute leur puissance dans l'assaut, leurs rayons tranchant les vaisseaux ennemis. Les Vexton ripostèrent avec une fureur déchaînée. Des vagues de vaisseaux bio-organiques déferlèrent sur eux. Armes acides et drains d'énergie se concentrèrent sur les vaisseaux humains, conscients qu'ils représentaient là-bas la plus grande menace. Les défenseurs luttèrent avec une détermination farouche, protégeant leur esprit collectif à tout prix. Le capitaine Chen, sur la passerelle de l'Indomptable, observait la scène tactique avec une concentration intense. Son vaisseau trembla sous les tirs ennemis qui s'abattaient sur son blindage. Les rapports de dégâts affluaient, mais elle les ignora pour l'instant. Son équipage connaissait son rôle. « Puissance maximale sur les armes avant », ordonna-t-elle. « On fonce droit dessus. » L'Indomitable et son vaisseau jumeau, l'Incassable, accélérèrent en direction du nid primaire. C'était la même tactique que Chen avait employée à la station Caris, plonger au cœur des formations ennemies pour semer le chaos derrière elle. Le reste de la flotte engagea le combat avec les défenseurs vexants, les empêchant de concentrer tous leurs tirs sur les deux cuirassés. « Capitaine, nous subissons de lourds dégâts », rapporta son second. « Le blindage bâbord est à 40%. Nous avons perdu les lanceurs de missiles 6 à 12. »« Continuez à tirer », répondit Chen. « Il nous suffit de nous rapprocher suffisamment. » L'ambassadrice Telner observait la scène depuis le vaisseau amiral Lumière éternelle, en sécurité dans la deuxième vague. Elle avait insisté pour être plus près des combats, mais l'amiral Webb avait refusé. Il fallait que quelqu'un survive pour raconter l'histoire. En cas d'échec. Elle observait le déploiement tactique tandis que l'Indomptable perçait les lignes Vexton. Le vaisseau humain perdait de l'atmosphère par de multiples brèches, traînant des débris derrière lui, ses boucliers vacillants et cédant. Mais ses armes ne cessaient jamais de tirer. À chaque seconde, il abattait un vaisseau ennemi. L'Incassable suivait de près, son capitaine en parfaite coordination avec Chen. Les deux vaisseaux combattaient comme le prolongement l'un de l'autre, comblant les faiblesses et exploitant les ouvertures. « Ils vont atteindre le nid !» s'exclama le commandant Veto, stupéfait. « Ils vont vraiment y arriver !» Les deux cuirassés percèrent la dernière ligne de défense et entrèrent à portée de tir du nid primaire. Les armes à structure organique s'activèrent. D'énormes biocanons capables de détruire des vaisseaux capitaux d'un seul tir. L'Incassable fut touché de plein fouet, sa partie avant entièrement vaporisée. Le vaisseau sombra en quelques secondes, emportant avec lui 800 membres d'équipage. La voix de Chen résonna sur le canal de la flotte, imperturbable malgré la perte. Indomptable pour tous les vaisseaux. « On va en finir. Couvrez notre insertion. »« Une insertion ?» demanda Telnara. « Que manigance-t-elle » Elle eut sa réponse quelques instants plus tard. L'Indomptable ne tira pas sur le nid à distance. Au lieu de cela,
Chen fonça droit sur la surface de la structure organique, utilisant ses armes de défense rapprochées restantes pour se frayer un chemin. La proue blindée du vaisseau s'écrasa contre le nid, et le cuirassé s'immobilisa en tremblant, à moitié enfoui sous la matière organique. « Capitaine Chen, que faites-vous » demanda l'amiral Webb. « La coque extérieure du nid est trop épaisse pour que nos armes puissent la pénétrer de l'extérieur, » expliqua Chen. « Nous y entrons. » Il se préparait à déployer des équipes des hauts-sols équipées de charges nucléaires. « Vous n'en sortirez jamais, » murmura Webb. « Je sais, » répondit Chen, « mais nous ferons en sorte que cette chose soit détruite. » Indomitable au détachement de Marines. Déploiement immédiat. Telnara observa les Marines en armure sortir du cuirassé infiltré et pénétrer à l'intérieur du nid. Ils transportaient des ogives nucléaires portables suffisamment puissantes pour fissurer la structure de la taille de la Lune de l'intérieur. Le capitaine Chen menait personnellement l'équipe, laissant son équipage de passerelles assurer le tir des armes du vaisseau vers l'extérieur. Les marines progressèrent dans des couloirs organiques infestés de défenseurs vexants. Leurs armures motorisées et leurs armes lourdes leur conféraient un avantage certain au corps aux accords. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le nid, suivant les indications du scanner, jusqu'à la chambre centrale de la mine ruche. Telnara écoutait les échanges calmes des marines qui annonçaient leur position et leur cible. Leur voix était posée, professionnelle, même face à une situation désespérée. Elle entendait les noms des marines tombés au combat, qui avaient continué à se battre jusqu'à leur dernier souffle. L'équipe du capitaine Chen avait atteint la chambre centrale 40 minutes après son insertion. Immense, elle était remplie de structures organiques palpitantes qui luisaient d'une lueur blafarde. Au centre se trouvait ce qui ressemblait à un cerveau, un amas de tissu nerveux de la taille d'un immeuble. « Charge prête », rapporta Chen. « Détonation dans 5 minutes. » Toutes les équipes se replient vers le point d'extraction, mais les Vex leur avaient déjà barré la route. Les marines se retrouvèrent encerclés, coupés de l'indomptable. Les Vex lancèrent alors tout ce qu'ils avaient sur les guerriers humains, désespérés d'empêcher la détonation. « On est coincés », rapporta Chen d'une voix tendue. « Impossible d'atteindre la zone d'extraction. » L'amiral Webb prit la décision la plus difficile de sa carrière. « Capitaine, faites exploser maintenant, n'attendez pas. »« Négatif, amiral, mes marines ne sont pas dégagées. »« C'est un ordre, capitaine. » Un silence suivit sur le canal. Puis Chen reprit la parole, d'une voix ferme. « Avec tout le respect que je vous dois, amiral, allez vous faire voir. On n'abandonne personne. » La flotte poursuivait le combat à l'extérieur, tentant désespérément de percer les lignes ennemies pour secourir l'équipe de Chen. Mais les défenses Vex étaient trop puissantes. Le temps s'écoulait avant l'explosion. Soudain, une nouvelle voix se fit entendre sur le canal. « L'équipage indomptable du capitaine Chen arrive pour vous récupérer. » Sur l'écran tactique, Telnara observa le Dreadnought, gravement endommagé, se dégager de la surface du nid. Le vaisseau était à l'agonie, ses systèmes énergétiques défaillants, mais son équipage refusait d'abandonner son capitaine. Ils poussèrent le vaisseau endommagé plus profondément dans le nid, utilisant sa masse comme un bélier. L'indomptable traversa des couloirs organiques, son blindage se déchirant, sa structure cédant, mais il atteignit la position de Chen. Les sas d'urgence s'ouvrirent et les Marines se précipitèrent à bord. « Tout le personnel est sain et sauf », rapporta Chen. « Sortez-nous d'ici. » L'indomitable tenta de s'échapper, mais ses moteurs étaient hors service. Le vaisseau était immobilisé dans l'espace, piégé au cœur du nid. Les charges nucléaires allaient exploser dans moins d'1 minute. Ici l'amiral Webb. Saut d'urgence à tous les vaisseaux vers les coordonnées suivantes. Il nous faut être loin quand ces charges exploseront. La flotte commença à quitter le système, mais Telnara ne pouvait détacher son regard de l'écran montrant l'indomptable vaisseau et son équipage luttant pour redémarrer des moteurs qui ne fonctionneraient plus jamais. Soudain, un événement inattendu se produisit.
Une douzaine de croiseurs lourds concordés rompirent nettement les rangs et se positionnèrent autour du cuirassé humain. Ils déployèrent leurs moyens et déployèrent leurs rayons tracteurs et s'agrippèrent au vaisseau agonisant. « Vaisseau concordé, que faites-vous » demanda l'amiral Webb. La voix du général Kermoth répondit. « Que nous ont appris les humains, amiral. Personne ne combat seul. » Les vaisseaux concordés, unis dans leurs efforts, extrairent l'indomptable de son nid. Ils s'écartèrent juste au moment où les charges nucléaires explosèrent. L'explosion ravagea le nid principal de l'intérieur. La structure se désintégra dans une réaction en chaîne visible à travers tout le système. L'esprit ruche Vexton s'éteignit, emportant avec lui la coordination qui rendait l'essaim si redoutable. Les vaisseaux Vexton, disséminés sur le champ de bataille, interrompirent leur assaut organisé. Sans contrôle central, ils se dispersèrent, fuyant dans des directions aléatoires. Certains continuèrent loin, le combat indépendamment, mais sans coordination, ils furent facilement vaincus. La guerre ne prit pas fin par une bataille finale, mais par la déroute et la fuite de l'ennemi. De retour à la station Ki 3 jours plus tard, le capitaine Chen se tenait aux côtés de l'ambassadrice Telnara, observant les équipes de réparation s'affairer sur l'Indomitable. Le vaisseau finirait par voler à nouveau, mais il nécessiterait des mois de réparation. « Tu étais prête à te sacrifier, toi et tout ton équipage », dit Telnara d'une voix douce. « C'était nécessaire », répondit simplement Chen. « Mais ton équipage a refusé de t'abandonner, et les miens ont refusé de laisser mourir ton équipage, » sourit Chen. Voilà ce que signifie être allié. Rester unis, même dans l'adversité, surtout dans l'adversité. La structure cristalline de Telnahar rayonnait d'émotion. « Vous nous avez offert bien plus que la victoire, capitaine. Vous nous avez montré ce qu'est la véritable force. Pas seulement des armes et des armures, mais aussi la détermination, le courage, le refus de s'abandonner les uns les autres. Vous aviez cette force en vous depuis toujours, dit Chen. Vous aviez juste besoin qu'on vous le rappelle. » L'amiral Webb s'approcha, datapad à la main. « Capitaine, j'ai de nouveaux ordres de la Terre. La marine coloniale terrienne établit une base permanente dans l'espace concordé. Nous allons vous aider à reconstruire vos flottes et à former votre personnel, et nous vous transmettrons notre savoir en retour, » déclara Delara. « Une véritable alliance entre nos peuples. » Chen contempla les étoiles, repensant à tout ce qui s'était passé depuis cet appel de détresse désespéré. « On ne combat jamais seul, » murmura-t-elle. « C'est la leçon à retenir. Ensemble, nous sommes plus forts que n'importe quelle menace. » Telnara posa la main sur l'épaule de la capitaine humaine, imitant le geste de soutien qu'elle avait vu chez les humains. « Ensemble » acquiesça-t-elle, « toujours ensemble. » La guerre était finie. L'alliance ne faisait que commencer.